les intervenants. Pour être plus sérieux, en réalité, je voulais être là dès le début, mais j'étais à une cérémonie funéraire qui a fini un peu tard. Je voudrais commencer par féliciter les initiateurs de cette rencontre. Vous savez, au Mali, souvent il faut avoir le courage physique pour dire la vérité. Et le fait qu'on ne veut pas dire la vérité nous conduit petit à petit. Tout le monde se gêne. Ah, si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que... Donc, les gens les plus sérieux, les plus vertueux, finissent par se taire. Et en ce moment, c'est quelqu'un qui prend le courage, qui fait l'effronter, et qui en impose. Soit il prend les armes, il tue des personnes, ou bien il se met à organiser un soulèvement, et puis on le prend au sérieux. Tout ce qui veut aller normalement, de façon légale, de façon respectueuse de nos amis, on les considère pas. Et c'est pour cela que moi je me félicite de cette initiative, qui est une initiative citoyenne. Personne n'est insulté ici, personne n'est vilipendé. Il n'y a pas de menace de rébellion, mais expliquer aux Maliens où est-ce qu'ils en sont. Pas sans vérité. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, on a parlé des bêtises, les bellas. J'ai entendu quelqu'un dans le vidéo dire que bellas c'est péjoratif. Moi je n'ai jamais pensé que c'est péjoratif. Et je crois que les bellas sont fiers qu'on les appelle bellas. Ceux qui sont du Gao, parce que souvent on ne se connaît pas, on est dans le même pays, mais on ne se connaît pas. Vous savez, en soirée, quand tu as ton fils aîné, ton garçon que tu aimes, tu l'appelles mon Bella. Un Bella, ça veut dire que c'est la fidélité et le travail. Il y a déjà leur fils aîné, au lieu de l'appeler Umfa, Umba, on lui dit Aïbella. Ça veut dire mon Bella. C'est mon fils que j'aime, qui est fidèle. Ça, peut-être les autres Maliens ne le savent pas. Donc pour nous, Bella n'est pas péjoratif. Ceux qui disent que c'est péjoratif, peut-être qu'ils s'en servent comme ça. C'est la précision que je voulais dire. Deuxièmement, tu vois sur la pancarte, les Maliens du Nord et du Sud. Bon, dans le discours, depuis quelques temps maintenant, il y a le centre aussi. Parce que c'est devenu, à force des choses, on passe du centre. Bien que pour tout le monde, le Nord c'est jusqu'à Mopti, mais depuis quelques temps, il y a un nouveau discours, le centre. Donc il ne faudrait pas que les Maliens de la région de Mopti pensent qu'ils ont été oubliés. C'est une petite parenthèse que nous voulons oublier. Maintenant, c'est pourquoi je voulais attirer votre attention. Pourquoi je trouve que c'est une initiative citoyenne qui est importante. Vous savez, lorsque les dirigeants politiques, tendance confondue, lorsqu'ils faillissent à leur devoir, le seul recours du peuple, ce n'est pas les insurrections, ce n'est pas les coups militaires. L'arme la plus sûre, c'est la mobilisation populaire. Je vous jure que si 1 million de Maliens se mettent dans la rue pour refuser quelque chose, personne, aucun gouvernement, aucun militaire, aucune communauté internationale ne va le dire. La principale arme des Maliens, c'est la mobilisation citoyenne, prévue par la Constitution. Les Maliens ne doivent pas s'asseoir, regarder, par scrupule, par souci d'être critiqué, d'être saisi, d'être taxé de putschistes, d'être taxé des gens qui veulent organiser une insurrection, d'être des gens qui veulent faire un coup d'État. Il ne faut pas avoir ce complexe. L'important, c'est que ce que vous savez que vous voulez. On s'est assis ici. On a vu des réformes bidons passer à l'école, NEM, tous les exercices possibles. On a mis l'école à terre, les gens sont assis. On s'est assis ici, on a regardé l'armée aller en déliquescence,
C'est un sujet tabou, personne n'en parle. Jusqu'au jour où on est venu diviser notre pays. Aujourd'hui, on va s'asseoir, l'accord a été signé par la communauté internationale, vraiment il ne faut pas s'opposer à l'accord. Jusqu'au jour où on va constater que le pays est divisé. Et généralement, les gens qui sont les initiateurs de ces débats malheureux, ceux qui les conduisent, au moment où ça produit ces effets désastreux, et ils ne sont plus là. Tous ceux dont je viens de parler là, qui apportent le malheur du Mali, ceux qui ont organisé, ceux qui ont initié, ceux qui ont impulsé, ceux qui ont mis en œuvre, il n'y a aucun sur la scène. Certains sont à la retraite, comme j'ai dit, d'autres sont dans leur champ, d'autres sont dans les organisations internationales, mais ils ont amené la situation à un état de pourrissement, de dégradation telle que la plus grande volonté ne peut plus faire marche arrière. C'est ce qu'il faut éviter. La partition de notre pays ne devons permettre à personne, je dis bien, à aucun homme politique, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont dans l'opposition, et ceux qui vont venir, personne ne doit avoir la permission d'organiser la partition de notre pays. Au motif qu'il est légitime, il a été élu, il y a ceci et cela. Vous savez, le fait d'être élu, c'est comme un permis qu'on vous donne pour conduire. Mais si vous partez faire des accidents tous les jours, vous voulez-il le permis? Des preuves jusqu'à ce que le permis soit nul. Quand vous êtes élu, vous avez un permis pour conduire. Mais si vous passez le temps à prendre des décisions qui détruisent la nature, les citoyens ont le droit de se lever et dire halte. On ne peut pas s'asseoir et laisser diviser notre pays. Or, ce qui se passe, moi je le dis, ce n'est pas sous forme propagandiste, je suis convaincu. Et je souhaite me tromper. Il y a un agenda pour aboutir à la partition du Mali. Cet agenda a besoin de trois situations. A besoin d'abord d'une situation générale, de découragement, de démobilisation, de non-conscience nationale, qui crée un terreau où les gens acceptent tout. Démobiliser les gens, les décourager, faire perdre foi en soi, ne croire à rien. A besoin ensuite des dirigeants qui font avancer cet agenda sous divers prétextes, sous diverses couvertures, qu'ils soient militaires, qu'ils soient démocratiquement élus, qu'ils soient ceci et cela, mais on regarde ces actes. On a besoin des gens. Et enfin, une couverture, une légitimation nationale et internationale du fait accompli de la partition. Voilà les ingrédients que certains cherchent à lire pour nous faire avancer. Les gens ne lisent pas bien l'histoire de notre pays. Et ça aussi, c'est un de nos grands défauts. L'agenda de ce qui veut diviser le Mali a été mis sur papier depuis septembre 90. Les gens passent le temps à parler de l'opinion pareille. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les Touaregs qui se rebellent. Mais aujourd'hui, on a fait accepter ça pour nous. C'est des individus, pour la plupart du temps, qui viennent de l'extérieur, même s'ils sont d'origine malienne. C'est eux qui provoquent les rébellions. La rébellion de 90, les gens se sont réunis depuis 1980 en Libye pour décider de la partition du Mali. Ils ont fait des réunions à l'étranger pour voter et décider qu'il faut diviser le Mali. 8 personnes votent. Il y a 4 qui disent qu'il faut diviser le Mali, 3 disent qu'ils ne sont pas d'accord. On prend la décision, le reste on cherche à mettre en œuvre. On essaie de faire coïncider ça avec un moment où il y a des revendications légitimes de démocratisation, on insère là-dedans et on met la coupe aux élèves. Quand cette réunion a éclaté, les gens étaient préparés à l'extérieur. Ce n'est pas déjà qui fait même. En 2012, c'est déjà venu de l'extérieur. Ce n'est pas tous les Touaregs, ce n'est pas tous les Arabes. Les Arabes, par définition, ils ont besoin du calme pour faire leur commerce. Par définition. Mais la réalité, c'est qu'on a créé une situation où aujourd'hui les amalgames ne sont pas faits. À cause de l'amertume, des blessures que nous avons, tout le monde dit que c'est les Arabes ou les Touaregs. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai dit souvent, il y a des gens de l'ordre qui m'ont critiqué à cause des
violences, des viols, des assassinats que les populations de Gao ont subis, quand tu leur dis que les grandes victimes de la rébellion, c'est les Arabes et les Touaregs. Ceux qui sont dans les camps de réfugiés, c'est les Arabes et les Touaregs. Vous croyez qu'ils sont heureux d'être dans les camps de réfugiés en train de manger ou avoir peur de revenir chez eux? Ou quand il y a des représailles contre les terroristes, c'est eux qui meurent? Vous croyez qu'ils sont heureux? Mais c'est des malheureux en réalité. Parce que s'ils vivent dessus, les terroristes, on les tue. De l'autre côté, on les soupçonne. Mais ils sont malheureux. Ça, c'est des frères auxquels il faut tendre la main. Je vous dis, je suis convaincu que la grande majorité des Arabes et des Touaregs n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de nous infliger. Ça, c'est ma conviction depuis le temps. C'est pourquoi moi, je vous aurais fait une recommandation. Honnêtement, ne donnez jamais l'occasion aux gens de nous diviser. D'un côté, il y a les Noirs qui se réunissent pour se révolter contre les Arabes, contre les Touaregs. Ça, c'est exactement ce que les autres cherchent à donner comme image. C'est ce qu'il faut qu'on évite. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, une bonne partie de la classe politique, de la société civile arabe et touareg n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y va de leur propre sécurité. Une minorité ne peut jamais s'imposer à la majorité. On n'a pas besoin d'être très intime pour savoir que s'imposer voit l'échec tôt ou tard. Les gens vivaient tranquillement à Gao. Kidal, les gens dans les journalistes qui connaissent que c'est le pays des Touaregs. Mais quand on partait à Kidal, la majorité, c'est les Soraïs, les Bella, les Touaregs, c'est des gens qui font les affaires, les grands commerçants, les boutiquiers, ceux qui font de la volaille, qui font le commerce, mais c'est des Noirs. Il y a des gens qui sont restés à Kidal jusqu'à la rébellion. Donc, c'est pas vrai. Mais il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que c'est un aspect très fin du combat que nous menons. Nous ne donnons jamais l'occasion d'opposer les communautés ou de les laisser pouvoir. Parce qu'il y a des idéologues séparatistes qui vont prendre ces choses pour aller les présenter. Vous voyez comment les Noirs s'organisent? Ils se préparent pour nous massacrer. Ils ne veulent pas de nous. Ils nous rejettent. Voilà ce qu'on a toujours dit. Ce n'est pas vrai. Donc moi, je vous aurais recommandé, c'est un conseil que je vous donnerais. Il faut démarcher de la même manière dont vous démarchez les associations du Sud et du Sahel. Démarcher toutes les personnalités touareg dont personne ne doute de la fidélité à la République du Mali. Il faut les associer à cette démarche. Et c'est pourquoi j'ai dit que lorsqu'on va négocier des accords, on prend des gens qui se cravatent bien, ils portent des lunettes, ils viennent à la télé, ils roulent souvent les airs, ils ont des titres de ministre, de directeur. Mais à part le côté institutionnel, ceux qui devaient négocier, c'est ceux qui ont la légitimité populaire. Pourquoi les Touaregs fidèles à la République n'étaient pas dans nos délégations? Qui était là, qui est plus légitime que lui? Auprès de la communauté Bella, peut-être qu'il y en a quelques personnes, mais en tout cas pour l'instant, il est l'un de leurs postes du drapeau. Est-ce qu'on va négocier les situations du Nord? On ne les met même pas dans une délégation. Et Ousmane Youssouffi, est-ce qu'on devait aller négocier ou quelqu'un qui l'aura délégué? Peut-être pas lui personnellement, mais quelqu'un qui l'aura délégué. Et Mbadjana Ramatou, les gens parlent. Moi, je vous dis, il y a souvent des gens qui accompagnent les situations par opportunisme. Tout le monde parle des films, c'est leur ancêtre. Mais Mbadjana n'a jamais été officiellement partisan de la rébellion. Moi, j'ai vu le compte rendu à l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée a dit une délégation pour rencontrer les rebelles en décembre 2011, j'ai sorti cet extrait dans mon livre. Mbadjana leur a dit que vous parlez au nom des Touaregs. Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Est-ce que vous connaissez même le Mali? Vous venez d'où? Il leur a dit ça. Il y a des gens qui se respectent, qui n'engagent pas de négociations. S'il y a une personne de ressources comme ça dans le pays, tu ne la souscris pas. Mohamed Agamani, quelqu'un peut le soupçonner comme il veut, mais c'est quelqu'un qui a assassiné des membres de sa famille. C'est l'exemple même des représailles des Touaregs qui sont victimes. Quelqu'un peut avoir des soupçons. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Est-ce qu'il y avait des soupçons? Est-ce que je constate seulement qu'on a assassiné des membres de sa famille? Il avait l'occasion, si c'était quelqu'un d'imbécile, de se jeter dans la rébellion. Il a la personnalité, il a la représentativité, il pouvait le faire.
C'est un Galatasaray, c'est un ancien ministre, une faute d'un ancien ambassadeur. Il allait être crédible dans une rébellion. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi on va négocier, on n'associe pas les gens comme ça? On prend des institutionnels avec des grosses cravates qui vont en société civile, on enlève les gens, on amène les gens dans les hôtels, parce qu'ils vont se balader. Après, on écrit un papier, on va leur monter, on va leur dire que c'est le Mali qui a négocié. Mais ce n'est pas vrai. Donc, désormais, il faut que tout ce qui se décide au nom des communautés du Nord, il faut que les personnalités légitimes qui ont une assise populaire, qui sont connues par les populations, qui sont représentatives, qui sont fidèles à la République, il faut qu'ils aient leur mot à dire. Vous savez, moi j'ai été ministre du Commerce pendant des années, je suis ministre des Télécoms. J'ai vu deux scènes. J'étais dans les négociations avec des grandes puissances, dont je ne veux pas nommer certaines. Vous savez, il y a le ministre, il a son cabinet, il a deux chaînes au public. Son cabinet avec lequel ils viennent, parce que leur parti a pris le pouvoir, ils sont. Mais derrière lui, c'est des gens qui sont au ministère depuis 30 ans, 40 ans. C'est eux la mémoire qui assure la continuité de l'État. C'est eux qui disent qu'est-ce qu'il y avait eu à 40 ans, à quoi il faut faire attention. Il y avait un jeune ministre qui avait à peine 29 ans, d'une grande puissance, de télécom. Il avait autour de lui des jeunes de son cabinet. Mais autour de lui, c'est des vieux de 70 ans, 75 ans, 60 ans. C'est la mémoire. Un État qui n'a pas de mémoire n'est pas un État. On ne peut pas tout le temps venir parce que les gouvernements ont changé, on amène des personnalités issues du parti au pouvoir qui n'ont pas de mémoire. Et les gens qui connaissent l'État, qui ont duré dans l'appareil d'État, qui ont la légitimité, qui sont enracinés dans la population, vont faire des négociations sans eux. Ça aussi, il faut que ça s'arrête nous-mêmes. Et enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que l'agenda en réalité du parti du Mali est très simple. Le cadre l'a expliqué, c'est très simple. Quand vous mettez l'accord en œuvre, les présidents des conseils de région, les conseils de région, c'est pratiquement des mini-gouvernements. Leurs délibérations sont immédiatement exécutoires. Le gouverneur n'a qu'un avis a posteriori. Le président est en même temps le chef de l'organe délibérant et le chef de l'exécutif. Il sera plus puissant qu'un ministre, qu'un premier ministre, même qu'un président. Mais imaginez un peu qu'à la tête de toutes ces régions se trouvent des gens qui ne sont pas fidèles à la République, mais qui font semblant de jouer, mais dans leur fond intérieur, ils sont contre l'État malien. Ils ont pris les leviers du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire qu'il y a une assemblée des territoires. Parce que c'est comme des députés régionaux. Mais ils se retrouvent. Ils disent qu'ils veulent être autonomes. Il n'y a pas d'État en face. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas d'armée. Mais ça va s'imposer. Ça va faire 5-6 ans. L'État transfère 30% du budget. Les gens ils vont s'infliger, ils vont prendre la police, ils vont corrompre toutes les têtes d'affiche qui peuvent contester. Certaines têtes, on va les éliminer, d'autres, on va les discréditer. Lorsque l'appareil sera dans leurs mains, il a suffi de 2 à 3 réunions pour proclamer la fédération. On va faire quoi? Rien. Vous croyez que les Catalans, si ce n'est pas que l'État espagnol avait le pouvoir de s'imposer, ils n'allaient pas faire la partition, ils allaient le faire. Et vous avez vu que tous les Européens font bloc autour de l'Espagne. Alors c'est les mêmes qui mettent le feu en douce chez nous. L'agenda sur le long terme, c'est la partition du Mali. Aucun Malien ne doit se tromper sur ça. Sauf celui qui veut être naïf ou qui veut se tromper. Il faut qu'on l'arrête dès le départ. Au Maroc, il suffit qu'on te soupçonne d'être pro-Polisario, ou bien que ça sorte de ta bouche une déclaration de soupçon, tout de suite tu es pris et condamné. On ne laisse même pas germer l'idée de la partition du Mali. Mais chez nous, on pose les instruments politiques et administratifs petit à petit jusqu'à arriver au point de non-retour. Arrivé au point de non-retour, les acteurs quittent la scène. Mais les autres ont leur agenda. On amène de nouveaux qui, malgré les bonnes fois, ne peuvent plus venir en arrière. C'est aussi simple que ça. Il faut que les Maliens le comprennent très bien. Et enfin,
Il faut que nos parents du centre et du sud, il faut qu'on les sensibilise. Le problème du Nord, ce n'est pas l'affaire des ressortissants du Nord. C'est l'affaire des Maliens. Un soirée n'a pas plus de droit sur Gao qu'un Sénoufo, qu'un Malinké. Un Malinké n'a pas plus de droit à Kaï qu'un Soreil. Un Sénoufo n'a pas plus de droit à Sikasso qu'un Touareg. Le territoire, c'est pour les Maliens. Donc que les gens n'en fassent pas une affaire des gens du Nord ou du Sud. C'est l'affaire des Maliens. Par exemple, moi je vous donne un exemple. Il y a un député qui a été élu une année. Ce que je vous dis est authentique. Parce que moi je souviens très bien ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit à tous ceux qui essaient de critiquer mes propos. Et tout ce que moi je dis, c'est vérifier ces documents. Pas des affirmations. Il y a un député qui a été élu une année. Vous savez, il a eu 80% des suffrages. Député de la République. Il a été, il y a combien de personnes? Il y a eu 5 votants. Il y a 4 qui ont voté pour lui. C'est authentique. Il est venu siéger à l'Assemblée nationale en même temps qu'un député de Boutiala, de Sikasso, de Ségou, qui a été élu avec 60 000 personnes. Parce que la loi dit qu'il faut 60 000 habitants pour un député. Il est venu siéger. Monsieur le député honorable, il a son échelle. Mais si on multiplie ces exemples, on va faire des citoyens. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en cours et j'espère qu'ils vont les mettre sous la table à jamais. On a prévu, il y a des zones, il y a 31 personnes, on veut les ériger en commune. 31 personnes, on veut ériger en commune. On a cette situation. Mais les Maliens ne doivent pas accepter, ce n'est pas une histoire déjà de Tombouctou, de Gao. Les Sikasso doivent dire non, les Kaïsens doivent dire non, les populations de Boutiala doivent dire non, c'est de ceux qui doivent dire non, c'est de moi qui doivent dire non. Ce n'est pas une histoire déjà de Tombouctou, de Gao. Et enfin, il faut que les Maliens comprennent. Tout ce qui se passe, c'est dans le cadre de la géostratégie. Il y a des nations qui travaillent sur 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce qu'il y aura demain? J'entends beaucoup de Maliens dire oui, prof, il y a rien, ne vous trompez pas. L'avenir du Mali, c'est au nord. Les richesses qui feront l'avenir du Mali, c'est au nord. Il y en a qui font leur calcul. D'ici 50 ans, 40 ans, les richesses qu'il y a au nord vont être les plus stratégiques. Vous voyez, le Mali doit être une puissance agricole. Il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à être présidents, ils n'ont jamais dépassé Mopti, ils n'ont jamais dépassé celui. Quand vous, aujourd'hui, les découpages qui sont en train d'être faits, la région de Tombouctou est la région la plus vaste. Est-ce que vous savez, dans l'agenda de certains, les 80% de la région vont être découpés, les terres les plus fertiles vont être affectés à certains, dont l'objectif c'est de diviser le Mali. Or, l'office du Niger, tout le monde en parle, on dit c'est un potentiel d'1 million d'hectares. Est-ce que vous savez que la zone là, dans la zone du Tombouctou, ou quand vous allez faire le barrage de Kassa, vous avez 2 millions, 3 millions d'hectares. Les gars, c'est là-bas qu'il y a l'avenir de l'agriculture du Mali. Ceux qui ont été au nord, sans quand vous plantez des pommes de terre, vous avez des grosses pommes de terre sans engrais. Les phosphates sont là-bas. Les gens parlent de l'uranium. L'or, c'est à ciel ouvert qu'on l'exploite là-bas. On n'a pas besoin de mettre du mercure ou de comme on le fait aussi. Mais la ressource la plus stratégique, c'est l'eau. Dans ce cas, l'eau va être aussi stratégique que le pétrole et le gaz aujourd'hui. Et les gens savent que la plus grande nappe phréatique, la plus grande mer intérieure, c'est au nord du Mali. L'avenir du Mali, c'est au nord. Donc, on ne met pas dans la tête des gens qui c'est une histoire des gens. Il y a des géostratèges qui travaillent. Ils ont besoin juste d'instruments, d'individus qu'ils utilisent dans un combat qui n'est pas le leur. Ils ont besoin d'avoir à la tête, de vassaliser les États, d'avoir à la tête des États des gens qui obéissent à leurs ordres. Les générations vont partir, le mal sera fait. Ceux qui ont organisé la chute de Kadhafi, il n'y a aucun entrée sur la scène politique en Europe aujourd'hui, ni en Amérique. Mais les dégâts, c'est les autres qui les gèrent. Voilà ce qui se prépare pour nous. Et je vous dis, ce n'est pas les partis politiques individuellement, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les militaires qui vont faire ces calculs d'État.
pour sauver le Mali, c'est les Maliens qui doivent se lever comme un seul homme, tous. Touareg, Arabes, Sonrai, Bella, Bambara, Senoufo, Peul, de toutes les régions, pour dire qu'on ne doit plus jamais faire une réforme en République du Mali sans que tous les Maliens soient au courant. La réforme qui a conduit à la création des régions en 2000, mais ça a été fait à Katimini. Personne ne savait, parce que certains ont mis dans la tête des autorités qu'il faut faire ces régions-là pour avoir la paix. La loi a été votée pour vivre le 2 mars, le président est tombé le 22. Ça n'a pas sauvé. Mais la continuité de l'État, ils ont brandi cette loi pour dire qu'il faut l'appliquer. Et on l'a appliqué de façon séparée, comme Abdelkader l'a dit. On l'applique pour 2 régions, les autres on les oublie. Parce que là-bas, on n'a pas pu les appliquer. Mobilisez-vous, c'est tout là, moi je vous félicite encore. Je crois qu'il faut que les Maliens se retrouvent enfin des hommes qui vont leur redonner l'espoir. Au-delà des partis, au-delà des institutions, c'est le peuple souverain qui doit se mobiliser. Et tendez la main aux frères arabes, ne les rejetez pas, allez-y vers vos frères Touaregs qui sont fidèles à la République. C'est comme ça qu'on fera une lutte commune et qu'on ne perd pas le frein à nos ennemis. Merci beaucoup.